Bonjour à tous, dans cette deuxième édition de l'Or des pros, on va parler de l'or de tous les records. Depuis le 4 mars dernier, le cours de l'or s'est envolé et plus rien ne semble vouloir l'arrêter. Après l'or, c'est l'argent qui s'est mis enfin à briller. Après des mois de marasme, le cours de l'or blanc s'est lui aussi enflammé. Avec les spécialistes de l'or autour de moi, nous allons vous donner toutes les informations sur les raisons de ces hausses soudaines, à quoi s'attendre dans les prochains jours, comment se positionner comme investisseur face à ces cours records, et y a-t-il encore des opportunités sur l'or et l'argent. Avec moi donc Jean-François Faure, PDG du groupe Aucoffre, spécialiste des métaux précieux. Bonjour. Bonjour. Anthony Busco, responsable commercial chez Aucoffre. Bonjour Anthony. Bonjour Benjamin. Et si loin mais si proche, en direct d'Australie, notre partenaire historique, Tradosor, spécialiste de l'analyse technique des cours et notamment des métaux précieux. Bonjour Trado. Bonjour, merci de me recevoir. Alors, petite précision, nous allons tenter de donner des cours en euros pour une meilleure proximité avec les investisseurs européens. Cette émission a bien évidemment été enregistrée. C'était le 11 avril, le jeudi 11 avril à 10 heures. Nous parlons donc des cours du jeudi 11 avril 2024 au matin. Alors, directement dans le vif du sujet, l'once aujourd'hui est encore à 2170, 175 euros, record absolu. Comment est-ce possible? Tour de table, Jean-François, comment est-ce possible? Alors, est-ce possible dans le sens où c'est une mécanique, c'est la mécanique de l'or. On sait que l'or est un actif plutôt déflationniste, parce que par design, il est en quantité limitée. Donc, on sait que c'est un actif qui a plutôt tendance sur le long terme à aller dans un sens positif. On sait qu'il y a quelques semaines, voire même quelques mois, les taux d'intérêt annoncés baissiers, même s'ils ne sont pas encore vraiment baissés, mais le simple fait qu'on l'annonce, ont été un déclencheur d'une hausse et d'un franchissement de seuils qui étaient un peu connus, mais qui étaient des vraies résistances. Donc ça a été un point important. À ce moment-là, on a débloqué un niveau du game, en fait, hein. Donc là, si on était au niveau 9, maintenant on est au niveau 10. C'est plus le même boss qu'il va falloir tuer. D'ailleurs, on le connaît même pas encore, on ne sait pas où il est. Donc voilà, ça c'est aujourd'hui où nous en sommes et ça a été essentiellement les taux d'intérêt annoncés à la baisse qui ont été les éléments déclencheurs. Après, dans le contexte que l'on connaît, c'est-à-dire que on est sur une géopolitique qui reste quand même toujours compliquée. On n'est pas dans une logique où on a envie de faire des bisous aux Russes. Donc là, on en est toujours là. Une inflation qui peut être annoncée baissière, mais quand même toujours présente. On est quand même toujours au-dessus des 2%. Le dollar, lui, on ne sait pas trop où il se situe. Il est un petit peu, enfin, selon moi, il est plutôt atone par rapport à ce qu'on peut voir. Donc voilà, c'est un contexte qui est plutôt assez porteur sur l'or. Et puis, il y a les records. Il y a les records là que l'on vit depuis quelques jours, quelques semaines. Et là, moi, je dirais qu'on est dans autre chose. Alors justement, on est dans autre chose et je vais m'adresser à Trado. Finalement, il n'y a plus du tout de rationalité et on sait que c'est un concept chez vous qui est très important, l'accumulation rationnelle et surtout le comportement rationnel pour l'investisseur. Il y a tellement de choses à dire et il y a tellement de choses qui clochent. Je me rappelle, parce que on travaille ensemble depuis de nombreuses années, je me rappelle d'une époque, il y a 2 ans, où tout était mal perçu par les marchés. Bad news is bad news, et good news est bad news aussi. C'est-à-dire que lorsqu'on prévoyait que les taux d'intérêt montent, forcément, l'or en pâtissait parce que ça augmentait le coût d'opportunité d'investir en or qui, entre guillemets, ne rapporte rien. Et quoi qu'on ait comme nouvelle, eh bien, l'or baissait. Et là maintenant, c'est l'inverse avec la même irrationalité, c'est-à-dire que on regarde à court terme ou à long terme ce qui nous arrange pour trouver des justifications au fait que l'or monte. Je m'explique. Quand la Banque centrale américaine dit que les taux d'intérêt vont baisser, l'or monte. Pourquoi? Parce qu'on se dit que le fait d'investir en or, eh bien, n'est pas aussi pénalisant que ça, puisque bon, il n'y a pas vraiment d'alternative, hein, il n'y a pas de coût d'opportunité. Si placer ne rapporte rien, ben autant placer en or.
Et lorsqu'on dit que les taux ne vont pas baisser, qu'ils pourraient même monter, on se dit ah ah, il va y avoir de l'inflation et c'est bon pour l'or aussi. Donc les investisseurs ont décidé de chausser leurs lunettes roses. Quoi que le marché fasse, quoi que les news disent, quoi que les Fed disent, les investisseurs trouvent une bonne raison pour acheter de l'or. Et malheureusement, c'est tout aussi irrationnel parce que soit on regarde le court terme, soit on regarde le long terme, mais on ne peut pas regarder systématiquement les différentes unités de temps et trouver de bonnes raisons pour que l'or monte. Et il y a quelque chose effectivement de différent qui est en train de se produire, qui est tout aussi, on va dire, peut-être biaisé que ce qui se passait il y a 2 ans où tout était mal perçu. Très bien. Anthony, vous, vous êtes dans le concret aussi, dans vraiment l'or physique que vous touchez régulièrement. Et en fait, vous m'avez parlé en préparant cette émission des mariages en Inde. C'est-à-dire qu'il y a toujours des vrais consommateurs qui, eux, achètent de l'or. Et d'ailleurs, ça pourrait être un des sujets d'arrêt de la hausse, peut-être? Peut-être effectivement que la fin de la saison des mariages en Inde provoquera une accalmie sur le cours de l'or. Personnellement, je pense que, aussi que le contexte macroéconomique fait qu'on est certains pays sont dans une démarche de dédollarisation, pardon. Et donc, certaines banques centrales vont chercher à diversifier leurs actifs pour un petit peu s'affranchir de l'hégémonie économique des États-Unis, de l'Occident de manière générale. On l'a vu suite à la guerre en Ukraine, les États-Unis ont gelé les réserves de dollars de la Russie. Donc je pense qu'il y a beaucoup de pays, de banques centrales qui estiment devoir acheter de l'or pour gagner en liberté. Et je pense qu'elles ont plutôt raison. Et forcément, ce contexte-là va avoir tendance à faire augmenter la valeur de l'or sur la durée. C'est un petit peu ce qui se passe. Je vais revenir avec Jean-François sur l'histoire de l'Inde, parce qu'en fait, quand je dis que ça pourrait bloquer la hausse, c'est que en fait, le consommateur indien va pas pouvoir supporter un tel prix de l'or. Et bah, lui, à un moment donné, il va dire stop. Et d'ailleurs, ça commence un petit peu. Enfin, moi, je lis un petit peu de littérature indienne sur le sujet, bon, en anglais, hein. Et là, il est clair que les prix commencent à être un petit peu élevés, donc ça freine les envies. Ça les empêche pas de le faire parce qu'ils sont quand même motivés. Parce qu'en parallèle, ils ont peut-être eu des revalorisations de salaire dans leur pays, bon, peut-être, mais là, on atteint peut-être une limite extrême. Ça pourrait être un des éléments déclencheurs de on arrête le jeu. Et aujourd'hui, ce qui nous manque, en fait, c'est une limite haute. Et c'est la raison pour laquelle on a l'impression d'être dans cette logique où il y a pas de limite, etc. Il faut qu'on la crée. Et à partir du moment où elle va être validée, modélisée, on ne sera plus dans cette logique un peu autoralisatrice dans laquelle on se trouve à partir maintenant, hein, qui se nourrit elle-même et qui attend justement cette limite. Alors la problématique, c'est que le jour où la limite va être définie, donc que ce soit les acheteurs indiens qui la fixent ou à un moment donné des industriels, etc. Bon, ce sera en tout cas clairement pas les mineurs. Là, à ce moment-là, on peut s'attendre peut-être après à un recul assez violent, que certains attendent aussi parce qu'ils se disent il y a peut-être des bonnes opportunités à faire très prochainement. Parce qu'on sait qu'on est sur une matière qui est solide et qui ne va pas dévisser à zéro. En fait, on n'est pas sur un actif boursier qui est négocié ou évoqué sur Reddit et un jour on le crée et le lendemain on le détruit. L'or, c'est pas ça. Donc voilà, on est sur ce genre de cycle et moi j'en ai connu quelques-uns comme ça. C'est assez drôle à observer. Alors justement, Trado, ce que dit Jean-François, c'est que pour l'instant, on n'a pas encore la résistance ultime. En fait, elle n'existe pas. Et donc, vous, dans vos analyses graphiques et dans vos vidéos 2 fois par semaine, vous dites, vous avez changé de stratégie. Alors, moi, j'ai été très étonné de ça parce que votre cœur de métier, c'est l'analyse rationnelle. Et là, vous avez dit, alors on oublie tout, c'est terminé, on repasse en DCA traditionnel, c'est-à-dire en achat régulier. C'est fini la rationalité. Alors, en fait, si on ne connaît pas les concepts de DCA et d'accumulation rationnelle, je vais simplement le rappeler rapidement pour ceux qui ne connaissent pas ça. Donc effectivement, la DCA consiste à acheter tous les mois, enfin de manière régulière, tous les mois, une certaine quantité d'or déterminée par une somme d'argent. Par exemple, tous les mois, vous allez dépenser 100 € pour acheter de l'or. Ça, c'est ce qu'on appelle la DCA.
Ok, et puis depuis toujours en fait, hein, je propose dans mes analyses pour au coffre et ce que je m'applique à moi-même, c'est-à-dire que pour faire simple, je n'achète que sur des replis. Ok, donc en partant du principe que systématiquement après une hausse, il y a une correction et puis encore une hausse, puis après une correction, etc. Moi, j'essaie d'acheter pendant les corrections, ce qui permet de réduire le prix de revient unitaire. Et pour ceux qui ne connaissent pas, effectivement, lors des rencontres au coffre, je fais le bilan tous les ans de ce qu'a donné l'accumulation rationnelle. Et encore une fois, je l'invite à le regarder parce que c'est assez intéressant. On peut battre le marché, clairement, en faisant comme ça. On peut battre le marché, sauf quand le marché, le dit marché, rentre dans une situation un petit peu euphorique où il n'y a plus de retracement. Et parce que j'ai été investisseur avant de faire des vidéos, je connais la frustration qui est celle de voir les cours monter comme ça de manière funiculaire sans retracer. Et donc j'ai décidé depuis 3 semaines ou 2 ou 3 semaines d'incorporer une dose de DCA dans l'accumulation rationnelle. Alors pour essayer de caricaturer, en imaginant que on décide d'investir 100 euros tous les mois dans l'or, eh bien, tous les premiers du mois, on investit 50 euros au prix où c'est. Comme ça, on est sûr de ne pas rester sur le quai au moment où ça part et que si on est parti pour faire des choses vraiment irrationnelles, au moins on sera investi et bien. Par contre, la zone d'accumulation rationnelle reste, comme vous l'avez dit, hein, mon cœur de métier, mon cœur tout court, c'est ma conviction. Et donc, une partie de cette allocation doit être réservée pour accumuler lorsque consolidation il y aura. Et d'ailleurs, j'ai fait mes devoirs avant de venir. J'ai regardé, je peux donner des chiffres pour que les auditeurs aient une idée. Mais l'idée, c'est que, voilà, pour prendre une image, si en janvier, j'ai mis 50 euros en DCA et 50 euros en zone d'accumulation rationnelle, pas sollicité, donc au mois de février, j'aurais investi 50 euros, mais j'ai 100 euros à investir maintenant lorsqu'on fera la consolidation. Et si en mars, on n'a toujours pas consolidé, eh bien voilà, je suis quand même investi à hauteur de 150 euros à travers ma DCA, mais j'ai 150 euros à investir lorsqu'on fera notre fameuse consolidation. Parce que consolidation, il y a toujours. Et j'ai envie de dire que plus on attend, plus la consolidation est marquée, ce qui en fait est bingo, puisqu'on a accumulé d'autant d'épargne pour pouvoir bénéficier de ces appels d'air. Donc, oui, de la DCA en plus de la zone d'accumulation rationnelle, mais la zone d'accumulation rationnelle, mes zones d'accumulation rationnelle restent toujours effectivement ma conviction profonde, hein. Alors justement, du côté du marché, du consommateur, Anthony, en ce moment, les gens font quoi? Ils regardent, ils vendent parce que s'ils ont de l'or, ils vendent parce qu'ils se disent qu'ils font des plus-values. C'est quoi le ton du marché en ce moment? Alors, il y a plusieurs cas de figure. On a pas mal de clients du fait que le cours de l'or casse des records de manière successive, qui rentrent un petit peu dans une phase de ce qu'on appelle le FOMO, donc pour Fear of Missing Out, c'est-à-dire la peur de manquer une opportunité. Et là, ça va être l'émotionnel qui va rentrer en compte et qui va les pousser en fait à acheter malgré que le cours soit haut par peur de louper des futures hausses qui seraient amenées à arriver. Donc, certains investisseurs manquent peut-être de patience et n'attendent pas que le cours corrige pour investir. Si on regarde un petit peu du côté de la Chine, malgré que les cours soient hauts, la demande a pas faibli, c'est-à-dire que là, pour le coup, là-bas, il y a une vraie ruée vers l'or, même avec un cours qui est très haut, que ça soit de la Banque centrale, mais aussi des investisseurs particuliers. Donc voilà. Malgré tout, il y a peut-être des investisseurs qui ont plus d'expérience dans l'univers des métaux précieux, qui eux sont malins et en profitent pour récupérer des plus-values et donc sécuriser leurs plus-values en vue potentiellement de revoir leur allocation d'actifs. Donc quelqu'un qui a fait X% de plus-value sur l'or, il a peut-être tout intérêt à récupérer cette plus-value pour se positionner potentiellement sur d'autres actifs, l'argent par exemple, ou le Bitcoin également. Donc voilà, on a des différents types de clients qui réfléchissent. En tout cas, ceux qui hésitaient quand le cours était à 1950, 2000 euros l'once, beaucoup aujourd'hui regrettent d'avoir hésité.
Et aujourd'hui, voilà, il y a plusieurs sons de cloche de part et d'autre de nos clients. Oui, alors Jean-François, vous qui avez encore plus d'expérience qu'Anthony, ils hésitaient certains déjà quand le long c'était à 850 Bah, euros. en 2009, pour eux, une fois que la crise était plus ou moins passée, en tout cas le crack, non, mais l'or à 900 euros, monsieur, c'est trop cher, je viendrai plus tard. Et c'est des gens d'ailleurs que je n'ai jamais revus après, parce qu'ils certainement ils considéraient qu'ils s'étaient trompés. Et là, on a toujours ce genre de mécanique, mais ce qu'il faut que définitivement les gens comprennent, c'est que par design, l'or indirectement est bâti pour prendre de la valeur par rapport à notre monnaie euro, par rapport au dollar, enfin par rapport aux monnaies fiat. Parce qu'elles, sur le coup, telles qu'elles sont programmées, elles sont faites, elles, pour en perdre. Là, personne ne pourra me contredire sur le sujet. Ce sont des monnaies dettes, donc des monnaies qui n'existent que par nous, les crédits que l'on peut faire, etc., les endettements que l'on peut contracter. Et comme on est dans un modèle de croissance, on ouvre n'importe quelle chaîne de télé, il y aura une émission, on nous parlera de croissance nécessaire. C'est l'alpha et l'oméga. Qui dit croissance dit endettement. Qui dit endettement dit dilution de la masse monétaire. Elle doit nécessairement grossir parce que sinon, en fait, on ne peut pas bâtir la croissance sur de l'argent qui ne circulerait pas. Pour que l'argent circule, il faut qu'il soit en quantité suffisante. Et donc, pour qu'il soit en quantité suffisante, il faut en créer. Voilà. Donc, par design, ça crée une perte de valeur de la monnaie. On ne dit pas que c'est mal, parce que finalement, est-ce que les Américains qui avaient, je sais pas, une once d'or, c'était à 35 dollars dans les années 70, aujourd'hui, c'est à 2004. Est-ce qu'ils vivent nécessairement plus mal? Non, peut-être pas. Ça veut dire que finalement, cette perte de valeur de la monnaie a permis d'entretenir leur croissance, leur développement, etc. Alors, par contre, il y a quelque chose d'avantageux à noter, enfin, en tout cas pour ceux qui aiment bien l'or, c'est que lui, sur le coup, comme il est basé sur un modèle qui n'est pas monétaire, mais qui est un modèle en fait d'équilibre entre une offre et une demande, mon fameux mineur et mon fameux futur marié indien, on est sur quelque chose en fait qui neutralise l'effet de la monnaie. C'est juste l'offre et la demande, comme une forme de troc. Et donc là, on est sur un or qui, lui, par design, donc, a une valeur stable. Voilà, c'est l'exemple qu'on prend tout le temps. La vache, il y a 5000 ans, à une once d'or, et une once d'or aujourd'hui, ou la voiture, il y a 100 ans, à l'équivalent de 20 Liberty américaines, et aujourd'hui, c'est à peu près pareil. Eh bien, ça, traduit dans une valeur monétaire, eh bien, on est nécessairement sur le long terme sur une prise de valeur. On est sur une prise de valeur, mais sur quand même du très long terme, parce que l'or n'a pas nécessairement toujours été dans cette posture. On se remémore la fin des années 90, personne ne voulait de l'or, les mines elles avaient même un modèle où elles gagnaient de l'argent, plus l'or baissait de valeur. Donc d'ailleurs, ça leur fait bizarre quand on est parti sur un modèle inversé. Euh, et puis il y a peut-être quelques records aussi, justement, si on devait se mettre peut-être une limite dans le futur, eh bien, il faut se souvenir de janvier 80, où là on était aux alentours de 850, enfin l'équivalent de 850 dollars. Aujourd'hui, c'est 3200 dollars. Donc, moi, dans ma tête, je me fais juste ouais, une limite si vraiment à un moment donné le marché devenait très. Voilà, très dynamique là-dessus, comme on a pu le connaître il y a quelques temps. Voilà, il y a une limite peut-être psychologique qui est tout simplement la valeur un petit peu record de l'or telle qu'on a pu la connaître il y a 40 ans, et c'était l'équivalent de 3200 dollars. Et pour nos clients qui considèrent, enfin nos clients et de tous les autres d'ailleurs, qui considèrent que le cours est trop cher en ce moment, il faut se poser la question de pourquoi aussi on achète de l'or. Si l'objectif c'est de sécuriser du capital, de le sortir de la banque pour minimiser les risques qu'il pourrait y avoir, et qu'on est dans une démarche de long terme, qu'on achète à 2170 euros l'once, qu'on achète à 2000 euros l'once, au final, ou même à 2200, 2300, ça ne change pas grand-chose tant qu'on sait pourquoi on achète et qu'on a des objectifs qui sont clairs. Effectivement, si l'objectif, c'est de maximiser une plus-value sur un an et demi, l'or, déjà, c'est pas le meilleur actif. Mais surtout, là, oui, il va falloir attendre la correction pour rentrer dans le bon timing, etc. Mais ce qu'on peut constater, nous, chez Ocoff, c'est que c'est pas, nos clients ne sont pas dans cette démarche-là. Eux, ils sont dans une optique de thésaurisation sur le temps long. Et donc, ils s'en fichent un petit peu de timer le meilleur moment sur le marché. Voilà.
Mais ça n'empêche pas de faire du DCA malgré tout. L'or, on le vend pas ou peu, en fait. Mm. Nous, les clients que l'on voit qui sont plutôt vendeurs sont des clients, donc les membres chez Ocoff, qui sont sur le coup stressés par des projets personnels. Mm. Nous, ce que l'on a vu, c'est des gens qui étaient obligés de vendre parce que l'inflation avait été vraiment une grosse problématique pour eux. Et donc, c'était un vendre l'or pour garder un pouvoir d'achat et même un niveau de vie. Des parents qui aidaient des enfants à se doter de leur premier bien immobilier parce que les banquiers ne prêtaient pas ou peu. Et ça a été assez massif. Après, les gens qui vendaient par opportunité, nous, dans la boîte, pour certains qui ont de l'or, on peut en faire partie aussi, mais c'est parce qu'on est câblé sur le marché, on sait comment il fonctionne. On s'était aussi donné des limites. On se dit, voilà, si je prends 30%, je vais vendre quoi qu'il arrive, mais je sais que je rachèterai quand il y en aura une consolidation. Je suivrai aussi les conseils de Trado sur quelque chose un peu entre du DCA, de la zone d'accumulation rationnelle. Mais ça, c'est relativement plutôt une grosse minorité. La plupart des gens, ils gardent, ils ne veulent pas vendre. Et d'ailleurs, des fois, c'est même un problème parce qu'on leur dit, mais vous ne Ouais. voudriez pas vendre, là, vous avez fait 50%. Je dis, non, non, moi, j'ai pas vocation à vendre, je vais transmettre. Et Donc, voilà. sincèrement, on a beaucoup de clients. Selon moi, les membres opportunistes, ils ont vendu quand on a atteint les 2000, 2050 euros l'once. Aujourd'hui, ceux qui ont encore de l'or Ils et peuvent qui se ont... dire qu'ils ont vendu trop tôt alors. Sans doute, mais aujourd'hui, ceux qui ont encore de l'or et qui ont de belles plus-values, justement, ils hésitent à vendre parce qu'ils se disent, est-ce qu'on est vraiment au top du cours? Est-ce que c'est finalement le bon moment pour vendre ou est-ce qu'il faut encore être un petit peu patient et voir jusqu'où va nous emmener le cours avant de vendre? Voilà. Tradosor, on va passer sur un autre métal précieux qui, lui, nous a agacé pendant des années, c'est l'argent. Parce qu'il avait l'impression de ne plus bouger, d'être dans la latéralisation totale. Enfin, il s'est réveillé. Là, par contre, il y a encore des records à battre et des limites qui existent. Il y a encore des résistances. Donc là, c'est plus simple pour l'analyse technique. Ah, c'est beaucoup plus simple parce que on est très en dessous des niveaux qu'on a pu atteindre dans le passé proche, hein, puisque on était à 50 dollars en 2011. 50 dollars, ça veut dire qu'on pourrait monter encore de 80% avant de venir égaliser le record. Autrement dit, il y a de la marge et c'est vrai que c'est beaucoup plus balisé. Ce qui est intéressant, en fait, c'est le déclencheur, parce que on a cherché plein d'explications ces dernières années pour savoir pourquoi l'or montait ou au moins se maintenait, alors que l'argent, lui, eh bien, était dans les abysses. On a tout lu, on a vu que certains disaient que le ratio or-argent était difficile maintenant à justifier parce que l'argent n'est pas monétisé du tout, alors que l'or est encore monétisé dans pas mal de pays. Alors, Tradosor, Et au bout nous du avons autour de bout, cette table quelqu'un qui est très fan du ratio or-argent. On lui posera la question tout à l'heure. d'accord. Mais c'est vrai que moi j'ai pendant très 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 longtemps espéré que ça monte justement pour justifier le ratio historique hors argent. Mais en fait, ce qu'il semble se produire récemment, c'est tout simplement qu'on s'est rendu compte que les stocks d'argent diminuaient beaucoup trop vite par rapport à l'explosion de la demande. Avec notamment, bon, on connaît les booms habituels hein, liés à l'hydrogène. On a besoin d'argent pour les nouvelles technologies, mais l'intelligence artificielle également est très gourmande en argent. Et on s'est rendu compte que bon, le déficit entre l'offre et la demande d'argent était tel que et bon, clairement, on n'en avait pas assez. J'ai vu passer un papier qui disait que il y a une augmentation de demande de livraison physique à la COMEX, par exemple. Et ça, c'est intéressant parce que normalement, on ne demande pas la livraison des contrats à la COMEX. Et là, ça augmente comme si, effectivement, on avait vraiment peur de manquer de physique ou si on pensait que, enfin, je sais pas, je vais pas rentrer non plus dans les débats complotistes parce que j'aime pas ça, mais pour une raison ou une autre, il y a une augmentation des demandes de livraison physique, alors que c'est pas vraiment fait pour ça non plus, quoi. Donc ça, c'est des raisons, on va dire, fondamentales. Et puis à côté de ça, c'est vrai que techniquement, on n'a pas l'impression que l'argent ait véritablement profité de la hausse récente. Donc comme j'ai dit, voilà, 80% avant de buter sur les records de 2011, ça laisse de la marge avant de penser qu'on est trop cher, quoi, hein.
Alors, Anthony Busco, le défenseur du ratio or-argent, on rappelle ce que c'est le ratio or-argent. C'est au début, on disait qu'il fallait 15 onces d'argent pour une once d'or. Et aujourd'hui, on doit être à 80, 83. 84, effectivement. Mais, alors, je suis pas fan du ratio or-argent, mais j'essaie un petit peu aussi de partager ce que certains clients, ce que certains membres de coffre peuvent penser. Et beaucoup évoquent justement ce ratio or-argent, qui est en fait la valeur de l'or exprimée en argent métal. Et aujourd'hui, pour acheter une once d'or, il faut 84 onces d'argent. En 2011, pour acheter une once d'or, il fallait 31 onces d'argent. Donc si on fait si aujourd'hui, il fallait 31 onces d'argent pour acheter une once d'or, ça ferait un cours de l'argent à environ 70 euros l'once. Et ça, c'est ce que des clients évoquent. Et c'est un petit peu leur objectif quand ils achètent de l'argent. Ils se disent, ben voilà le potentiel de hausse que je peux avoir. Aujourd'hui, on est à 26 euros l'once. Ça laisse envisager de belles perspectives pour l'argent. Est-ce que ça va se réaliser? Je ne sais pas. Mais dans tous les cas, beaucoup de membres y croient. Et ce qu'il faut se dire aussi, c'est que l'argent, c'est un métal industriel. Donc, en plus de l'aspect spéculatif, etc., qu'on peut retrouver dans l'argent, il y a vraiment derrière une industrie. C'est utilisé notamment pour le photovoltaïque. Donc, il y a un besoin dans le quotidien, en fait, des gens. Ce que vient de nous dire Tradosaur, c'est-à-dire que les Exactement. gens vont chercher les lingots d'argent pour les utiliser. C'est ça. Donc ça aussi, ça pourrait faire augmenter la demande dans le futur. Donc, à voir. Alors, on va passer maintenant à un sujet qui m'intéresse fortement, c'est que tout augmente, tout est au taquet, ou quasiment, si on regarde donc l'or 2175 euros l'once, l'argent au-dessus de 26 euros l'once, le bitcoin 64 000, 65 000, ça dépend des minutes, le CAC 40 au-dessus de 8 000 points. Ma question, elle est simple, mais d'où vient l'argent des investisseurs? Comment ils peuvent investir autant d'argent? D'où il vient? Mais on a créé de la liquidité. On se souvient tous de 2020 et ce qui nous est arrivé. On a créé de la liquidité dans une logique un peu de quoi qu'il en coûte, hein, et il n'y a pas que la France qui a opéré ça, mais et cette liquidité, à un moment donné, elle se retrouve dans le système. Elle n'est pas partie que dans une trappe à liquidité. Elle n'a pas été que mise sous le tapis par certaines banques pour le faire travailler. Donc cette liquidité, on l'a. Aujourd'hui, on pourrait imaginer ben voilà, de l'utiliser pour régler nos problématiques environnementales, etc. Mais comme il n'y a pas de vrai plan encore super bien défini, ben finalement, cette liquidité, où elle va dans un entre-deux qui est bah, en attendant de l'utiliser pour monter une boîte, je vais d'abord l'investir, quoi. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve avec des records sur les marchés financiers. Après, ces records sur les marchés financiers, on sait tous qu'il y a peut-être certains fondamentaux qui ne sont peut-être pas si évidents que ça. Alors, on n'est clairement pas dans une bulle comme au début des années 2000. Hein. À mon sens, il n'y a pas de bulle. Mais par contre, il y a peut-être aujourd'hui de l'argent qui se met là et qui aurait pu être mis ailleurs. Ils savent que s'ils mettent sur les marchés, il faut quand même se couvrir parce qu'on est dans une zone de fragilité, on ne sait pas à quoi pourrait ressembler demain. C'est pour ça qu'on se retrouve à investir donc sur l'or. Quand on investit sur l'or et qu'on a dernièrement que investi sur l'or, on se dit bah, bon, je n'ai pas non plus qu'investir sur l'or, mais donc j'investis sur l'argent. Et d'ailleurs, au passage, je fais une petite aparté. Cet effet de décalage entre l'or et l'argent, depuis que l'argent est considéré comme non monétaire, mais plutôt industriel, on le voit assez systématiquement. C'est-à-dire que quand il y a un peu une forme d'emballement sur l'or, certains se disent, ok, mais là, je vais un peu me calmer et je vais acheter autre chose. Et donc, ils achètent de l'argent. C'est ce qu'on avait vu justement en 2011. C'est comme ça qu'on avait eu ce record. Et c'est comme ça après que d'ailleurs, on avait eu la bulle argent qui avait éclaté. Et pour ceux qui n'avaient pas été très rationnels, bon, c'était inversé de suite, beaucoup plus fortement que l'or, qui lui avait consolidé de 30% en 2013. Mais limite, tout le monde l'attendait et ça avait arrangé tout le monde. Donc voilà, on est dans ce genre de logique. Il y a de l'argent, mais comme on est à peu près mature, on ne fait plus vraiment de tapis sur quelque chose, on le diversifie. Et c'est la raison pour laquelle aussi le Bitcoin a aussi été un événement de diversification. Les ETF ont bien aidé. Il y a aussi des informations strictes par rapport à l'écosystème crypto, enfin spécifiquement Bitcoin, qui fait que ça motive à acheter. On est sur un cycle qui n'a rien à voir, qui est complètement différent, absolument pas comparable
à celui de l'or. Par contre, ils ont un but commun, c'est se protéger des effets de perte de valeur sur les monnaies. Et donc peut-être que quelque part, on en est là aussi. C'est-à-dire que cette monnaie, on ne veut pas la garder parce qu'on sait qu'elle perd de la valeur. Donc on va préférer l'investir, même si c'est sur du risque. Donc là, je parle plutôt des entreprises. C'est pour ça que le CAC et le DO, ils augmentent. Même et surtout aussi si on est sur de la sécurité, ça c'est l'or. Et puis même voilà, si on est sur du plus gros risque à court terme, ça va être plutôt les cryptos ou l'argent métal. Ou dans le cas de ces trois derniers actifs, où on est quand même globalement peut-être plutôt gagnant sur le long terme, pour des raisons un peu différentes, mais qui sont quand même convergentes. Donc voilà, moi ça m'étonne pas trop. Oui, Anthony? Et, effectivement, Jean-François a tout à fait raison. Et on a des monnaies, justement, qui nous permettent de. En fait, comment dire? C'est pas forcément les actifs qui prennent de la valeur. J'aurais plutôt tendance à dire que c'est nos monnaies, notamment l'euro et le dollar, qui en perdent. C'est des monnaies qui permettent justement, pour maintenir un certain niveau de croissance, de créer en fait de la dette. Et forcément, ça va venir diluer la valeur des monnaies. Et j'entendais le ministre de l'économie hier, ministre de l'économie français, qui, malgré un déficit de 5%, à qui on posait la question, est-ce qu'on va prévoir de l'austérité pour les comptes publics, qui disait non, c'est pas prévu. Donc ça, je pense que ça a vocation à continuer. Et donc nos monnaies ont sans doute vocation encore à perdre de la valeur, et donc les actifs alternatifs à reprendre. Alors, il est sans doute pas prévu de communiquer sur Oui. l'austérité. On verra bien s'il n'y a pas un peu d'austérité quand même. Tradosaur, toi qui observes des cours de beaucoup d'actifs, est-ce qu'il y a des classes d'actifs qui baissent? Est-ce qu'il y a des classes d'actifs dont personne ne veut? Ben, écoute, même le palladium, qui était vraiment dans un chemin de croix incroyable depuis l'invasion russe, enfin, un peu après l'invasion russe, on a perdu énormément de terrain, même le palladium est recherché. Mais j'aimerais, si tu me permets, revenir un peu sur ce qu'a dit Jean-François, et c'est vrai, hein, il y a beaucoup de liquidités, il y a aussi beaucoup de spéculation. J'aimerais revenir sur une analyse très intéressante que j'ai trouvée de Ross Norman, qui est un des plus grands spécialistes de l'or. Et il a vraiment mené un travail de détective pour comprendre qui achetait suffisamment d'or pour faire monter les cours comme ça. Parce que tout monte, effectivement, mais en particulier l'or, qui est un petit peu le chef de file de cette joyeuse bande. Et il a dit, bon, écoute, on va prendre les choses une par une. Euh, est-ce que ce sont les consommateurs, les investisseurs occidentaux? Il a dit non, non. On a de plus en plus de signes qui montrent qu'au contraire, les occidentaux, enfin les particuliers, les ménages n'investissent plus tant que ça. La monnaie de Perth en Australie, qui est la plus grande monnaie du monde, a enregistré le mois dernier sa plus faible demande depuis des années et des années, tellement le désintérêt est là, malgré les prix qui montent, on est bien d'accord, hein. Il dit bon, c'est pas les investisseurs, les petits investisseurs occidentaux, sont les investisseurs des pays émergents? Non, parce que comme ça a été dit précédemment, ça devient trop cher. Donc on peut effectivement allouer toujours la même somme à l'achat d'or pour les mariages, etc. Mais forcément, on a moins de grammes d'or pour la même somme d'argent. Donc ça vient pas d'eux non plus, même si la demande elle est là. Et il dit, c'est pas non plus les banques centrales, parce que si c'était les banques centrales qui provoquaient cette hausse à laquelle on assiste maintenant, il y aurait des traces. On le verrait dans les échanges de métaux physiques. Et il dit, ce qu'on a pour l'instant de la part des organismes officiels ne montre pas des transferts suffisants entre banques centrales ou vers les banques centrales pour justifier ça. Et par élimination, il a dit, c'est probablement en partie de la spéculation. Donc en partie également, comme disait Jean-François, alimenté par des liquidités, mais qui seraient tellement importantes que ça permettrait effectivement d'assister à ces cours-là. Et là, il avertit, il dit, bon, c'est pas grave.
C'est pas la première fois que ça arrive régulièrement que les investisseurs, les institutionnels partent dans une espèce de raid pour faire augmenter une matière première et puis ça retombe. Le problème, c'est que ça retombe après. Et il dit également que en termes de qualité, c'est pas la même chose. Si on essaie de noter la qualité des 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 si on essaie de noter la qualité des phénomènes, le mieux c'est quand ce sont les banques centrales qui achètent, parce que ça on comprend pourquoi ça monte, etc. Et quand c'est la spéculation comme il y a actuellement, c'est une qualité moindre, parce qu'à un moment il faut déboucler les positions, quand ils ont fait leur profit, bah, ils vendent et ça retombe derrière. Et il insiste pour dire que, un, ça expliquerait pourquoi ça monte autant, deux, ça explique également pourquoi il faut s'attendre à un décrochage à un moment, et trois, ça, j'essaie de boucler la boucle par rapport à ce que j'ai dit au début. C'est pour ça que il faut, à mon avis, conserver une part importante de l'argent qu'on a décidé d'investir sous forme de réserve pour faire de l'accumulation rationnelle. Parce que, et là je reviens aux chiffres que j'ai collectés sur les graphes. On dit souvent, ouais, la hausse actuelle, elle est incroyable parce que depuis le mois de février, en gros, depuis février-mars, on a pris 19%. Alors, je suis allé dans les graphes depuis 1981 et j'ai regardé si c'était exceptionnel de prendre 19% sans consolider. Parce que là, en gros, j'ai regardé une chose particulière. J'ai regardé combien de fois dans l'histoire, depuis 1981, on avait eu une hausse d'au moins 19%, comme actuellement nous, sans une consolidation ne serait-ce que de 5%. Bref, ça ressemble vraiment à du funiculaire, quoi. Eh bien, figure-toi que c'est pas rare, puisque depuis 1980, on a eu 25 hausses d'au moins 19% et plus. Autrement dit, ce n'est pas exceptionnel. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir ce qui se passe après. Parce que l'histoire ne s'appelle pas, mais elle bégaye un petit peu quand même. Et donc, si on essaie de regarder, de catégoriser les choses, on a même eu 5 hausses à plus de 30% sans aucune consolidation. Donc vraiment diffusé. Donc je récapitule, 25 hausses à plus de 19%, ce qui veut dire en gros comme maintenant et plus, 5 hausses à plus de 30%, et le top c'était une hausse sans consolidation de 49%. On en est à 19. Autrement dit, ça peut continuer très longtemps cette histoire. Il y a des précédents comme on dit. Et ce qui est intéressant, donc, c'est de voir ce qui s'est passé après. Parce que là, évidemment, quand ça montait comme ça, il y avait de la spéculation derrière. Et donc, effectivement, derrière, la baisse moyenne a été de 12%. 12%. Avec 5 baisses, le top 5, c'est 18% et plus. Donc, si on essaye d'être gagnant sur tous les tableaux, parce que on ne sait pas ce qui va se passer encore une fois. Ma conviction, je voudrais pas faire peur, ma conviction est également, c'est Norman qui le dit, ça va monter. Là, ça va baisser, mais ça va remonter derrière. La preuve que c'était pas grave, c'est qu'il y a eu 25 hausses comme ça et systématiquement des baisses de 12% en moyenne, et pourtant on est sur des records historiques. Donc, ça veut bien dire que ça monte, ça descend et puis ça remonte. Donc, il faut impérativement être capable de saisir ces appels d'air qui ont toujours eu lieu après des hausses similaires, et je le répète, en moyenne 12% avec un maximum à moins 23%. Et là, effectivement, on peut, profiter de l'embellie et voire de l'euphorie sur l'heure actuelle en investissant en DCA, mais en prenant bien soin de conserver sa poche pour les soldes, et voilà, historiquement, ça va se passer, c'est comme ça. Très bien, merci beaucoup. C'est une belle conclusion de ta part. Jean-François, vous êtes sur la même ligne, c'est-à-dire que vous pensez que ça peut encore monter, puis un jour ça redescendra. Ça monte pas jusqu'au ciel, les cours? Alors, ça ne monte jamais jusqu'au ciel. Il y a une tendance profonde et de long terme, mais qui limite même pas une tendance à l'échelle d'un humain adulte. Donc, on va pas parler de ça. Ce que présente Trado, moi, en 15 ans, je l'ai vécu plusieurs fois. Alors, évidemment, la première fois, choc, parce qu'on est nouveau, on découvre. Et après, on est un peu plus rodé à l'exercice et ça devient une normalité.
Et la troisième fois, ça devient une opportunité. En tout cas, moi, aujourd'hui, c'est comme ça que je le vois. Alors là, je parle de l'or. Après, je prends par exemple le cas de l'argent. C'est un autre cas qui est un petit peu différent, qui est beaucoup plus volatile, qui est en ce moment en dehors d'une logique monétaire. Donc lui, c'est un cas très différent et on ne peut pas appliquer totalement la même règle. C'est-à-dire que là, on peut partir très très violemment à la hausse, tout aussi violemment, mais démultiplié à la baisse. C'est un petit peu différent. Mais je fais juste une petite parenthèse d'ailleurs sur l'argent métal. Il y a eu une période récente où il s'est remonétisé dans l'esprit des gens. Et c'est en janvier 80, quand on avait connu le fameux record sur l'or à 850 dollars dont je parlais tout à l'heure, qui correspond aux 3200 d'aujourd'hui. On était déjà aussi à l'époque à 50 dollars l'once d'argent et on était sur un ratio de 15,5. Et ça, ce n'était finalement qu'il y a 44 ans. Donc les fameux 50 dollars de l'époque, c'est 190 dollars d'aujourd'hui, hein. Donc voilà, et c'est étrange. C'est-à-dire qu'à un moment donné, donc qui était un contexte dégradé parce que invasion de l'Afghanistan, enfin, on se demandait s'il n'y avait pas quelque chose de funeste qui allait arriver à tout le monde. Et là, on oublie les monnaies conventionnelles et intellectuellement, on a envie de remonétiser quelque chose qui est rassurant. Donc à ce moment-là, c'était l'or et l'argent métal. Donc voilà, c'était la petite parenthèse historique sur les possibilités. Anthony Busco, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui à vos clients, que ce que vous avez entendu pendant cette émission peut-être va vous Alors, permettre de les rassurer ou de les informer? à nos clients, je ne peux que leur dire de se tenir prêts pour les événements à venir. Et à ceux qui ne sont pas encore clients, je peux que les inviter à s'inscrire sur Au Coffre. On a une équipe de chargés de clientèle qui est à leur disposition justement pour évoquer tous ces sujets et voir un petit peu ce qu'il est possible de faire pour leurs investissements à venir. Sur Au Coffre, on a justement des outils qui permettent de faire du DCA, notamment le LSP, donc le service premium, qui permet d'investir tous les mois le montant qu'on souhaite et qui permet aussi d'éviter les frais de garde. Donc, je pense qu'on a toutes les formules de notre côté pour répondre à un maximum d'investisseurs dans les métaux précieux. Donc, ils sont les bienvenus quand ils veulent. Cette émission est maintenant terminée. Merci à tous les trois. Merci Trado d'avoir pris du temps sur, j'imagine, ta soirée. Euh, Vous l'avez entendu, les cours ne montent pas jusqu'au ciel, mais jusqu'où monteront-ils? On n'a évidemment pas apporté de réponse très précise parce que, un, on n'est pas Madame Irma, et deux, on ne va pas prendre de risque à vous annoncer des chiffres, ce qui ne servirait pas à grand-chose. L'important, c'est de rester concentré sur son patrimoine, son épargne, et sur ce qu'on a envie de faire, et de ne pas prendre de risques, et de rester rationnel si c'est encore possible. Bonne journée.